Il a perdu sa femme. Son fils a perdu sa voix. Et à l'intérieur d'un manoir silencieux, les deux se sont éloignés l'un de l'autre. Jusqu'à ce qu'une fille tranquille avec un carnet de croquis entre dans leur monde. Isabelle ne parlait pas beaucoup. Mais sa présence a fait quelque chose qu'aucun médecin ou tuteur n'aurait jamais pu faire. Un dessin simple. Une couleur partagée. Et un moment de calme. A commencé à débloquer le monde caché d'un garçon. Et le cœur enterré d'un père. Mais la guérison n'est pas facile. Et certains ponts sont fragiles. Que se passe-t-il lorsque la bonne personne entre dans votre vie? Au moment précis où vous avez arrêté de croire que quelqu'un le fera un jour? Restez avec nous. Ce n'est pas seulement une histoire de silence. Il s'agit de ce qui nous attend de l'autre côté. Arthur de Loca maîtrisait l'art de l'isolement. Il n'a pas simplement fermé les portes physiques de son immense manoir. Il a scellé des ailes entières de la mémoire. Soudé des chapitres entiers de sentiments. Après la mort de Clara Hara, il a trouvé du réconfort dans les systèmes. Feuilles de calcul, logistique internationale, capital investissement. Ils étaient prévisibles, gérables. Ils ne saignaient pas lorsqu'on les touchait. Son bureau, entouré de verres mais impénétrable dans son esprit. Assis comme une salle du trône au centre du domaine. De là, il a orchestré des empires. Tandis que son fils de 7 ans, Léo, se déplaçait dans les couloirs sans but ni bruit. Comme un fantôme qui n'aurait jamais complètement rejoint les vivants. Le personnel a été invité à garder ses distances. Les tuteurs tournent chaque semaine. Les thérapeutes allaient et venaient. Rien n'a collé. Et Arthur préférait que ce soit ainsi. L'illusion que le progrès était recherché. Sans avoir à s'ouvrir à la possibilité d'un échec. Ou pire, de l'espoir. Il avait enfermé le monde. Pas par cruauté. Mais parce que tout ce qui lui rappelait Clara Hara. Un rire. Un parfum. Une paire de petites mains enroulées autour des siennes. Est venu avec une douleur si vive. Cela a brisé son silence soigneusement construit. Comme une hache. La nouvelle servante, Luciana, avait commencé ce lundi-là. Arthur ne l'avait pas rencontrée. Le recrutement a été externalisé. Tout ce qu'il savait, c'est qu'elle était efficace. N'a pas interrompu ses appels. Et je n'ai pas écouté de musique pendant que je passais l'aspirateur. Ce qui l'a mis dans ses bonnes grâces. Relativement parlant. Ce qu'il ne savait que plus tard. C'est que Luciana avait une fille. 16 ans, l'œil vif, observateur. Isabelle. Elle n'était pas censée être là. Pas vraiment. Mais Luciana n'avait pas les moyens de payer la garde des enfants. Et l'agence n'avait pas demandé. Alors quand il a plu ce jeudi-là. Et l'école finit tôt. Elle a amené Isabella avec elle. Et lui a dit de rester hors de vue. Rester dans la cuisine ou la buanderie. Elle avait murmuré. Isabella hocha la tête. Mais la curiosité ne se laisse pas si facilement contenir. Le manoir ressemblait à un musée laissé par les dieux. Elle errait. Pas sans but. Mais avec l'intérêt délibéré de quelqu'un. Habitué à entrer et sortir d'espaces inaperçus. Finalement, elle poussa une grande porte. Laissée légèrement entr'ouverte. Et entra dans une pièce remplie de livres. Plus qu'elle n'en avait jamais vu au même endroit. Elle se figea quand elle le vit. Un garçon, pas plus âgé que 8 ans. Assis par terre derrière une grande chaise. Tenant un seul crayon bleu comme s'il s'agissait d'un artefact. Il n'a pas levé les yeux. Alors elle n'a pas parlé. Au lieu de cela, Isabella a fait glisser son sac à dos de son épaule. Et s'assit en tailleur à quelques mètres de là. Elle a ouvert la poche avant. Et j'ai sorti un carnet de croquis usés. Ces pages étaient effilochées au coin. Éclaboussées de couleurs. Elle s'ouvrit sur une page blanche. A sorti sa trousse. Et commença à dessiner. Pas de manière performative. Ne cherche pas à impressionner. Simplement par habitude. Le silence entre eux n'était ni lourd ni gênant. C'était respirant. Il y avait de la place. Ses coups étaient sûrs et doux. Elle a commencé avec un renard endormi sous un arbre. Puis j'ai ajouté des vignes torsadées autour. Boucle dans une petite constellation. Au-dessus du corps recroquevillé du renard.
Léo ne bougea pas pendant plusieurs minutes. Mais Isabella remarqua, sans regarder directement, qu'il s'était légèrement tourné vers elle. Comme si elle reniflait l'air autour d'elle. Sans réellement respirer. Elle a ensuite dessiné un lapin. Jetant un œil hors des buissons. Léo se rapprocha d'un pouce. Elle a continué. Dessine maintenant de petites touches de couleur avec ses crayons. Orange pour le renard. Un vert tendre pour les feuilles des arbres. De l'or pour les étoiles. Le garçon se rapprocha encore plus. Maintenant assez près pour qu'elle puisse entendre le moindre mouvement de ses vêtements. Il n'a pas dit un mot, mais ses yeux suivaient chaque couleur qu'elle posait. Pas avec faim, mais avec la révérence silencieuse de quelqu'un qui se souvient de quelque chose oublié depuis longtemps. Léo fouilla dans sa poche. Et j'ai sorti un seul mouchoir froissé. Puis je l'ai soigneusement déplié. Pour révéler 2 morceaux de crayon cassés. Un jaune, un rouge. Il les a placés sur le sol à côté de son carnet de croquis. Ne pas la toucher. Ne parle pas. Mais en les proposant clairement. Isabella s'arrêta. Le regarda. Pas avec surprise. Mais avec un sourire calme et lent. Qui lui a dit qu'elle comprenait. Elle a pris le crayon rouge. Et je l'ai utilisé pour dessiner un petit cœur. Sur la poitrine du renard. Puis elle fit glisser le crayon vers lui. Il le regarda fixement, immobile. Puis j'ai pris le jaune. Et, d'une main hésitante, j'ai dessiné un cercle dans le coin supérieur de la page. Un soleil. C'était bancal, inégal, mais brillant. Quand il eut fini, il lui lança un regard très faible. Ne pas demander d'approbation. Mais pour vérifier si le fil entre eux s'était rompu. Ce n'était pas le cas. Isabella hocha la tête. Et sans parler. Elle a tourné une nouvelle page. Et a commencé un nouveau dessin. Cette fois en commençant par un chiffre. Qui lui ressemblait un peu. Pas parfait. Mais sans aucun doute un garçon aux yeux calmes. Léo ne souriait pas. Mais la plus petite inclinaison vers le haut. Au coin de sa bouche. A suggéré quelque chose comme une reconnaissance. Ils n'ont pas parlé. Pas ce jour-là. Pas un seul mot n'a été échangé entre eux. Mais quand Luciana est venue chercher sa fille. Et ouvrit la porte avec un halètement. S'attendant à des problèmes. Elle s'est arrêtée net. Sa fille était assise en tailleur sur le tapis. Entourée de carnets de croquis ouverts et de couleurs éparpillées. Et à côté d'elle. Léo. Le garçon qu'aucun membre du personnel ne pouvait atteindre. Qui n'avait pas prononcé une phrase complète depuis des années. Feuilletait tranquillement un de ses cahiers. S'arrêtant pour tracer des lignes avec son doigt. Il n'a même pas levé les yeux. Quand la voix de son père retentit dans l'interphone. Froid et coupé. Léo, il est l'heure du dîner. Le garçon ne bougea pas. Luciana se précipita pour récupérer Isabella. S'excusant abondamment. Mais Arthur, observant depuis son bureau. Je n'ai plus appuyé sur l'interphone. Il a regardé les images. Longtemps après que tout le monde ait quitté la pièce. La fille n'avait pas poussé. Elle n'avait pas insisté. Elle s'était simplement assise. Et fait de la place. Et le garçon avait choisi d'y entrer. Le lendemain matin. Arthur a revu les images de la bibliothèque. Il ne savait pas pourquoi. Peut-être pour trouver une faille dans la rencontre. Quelque chose qu'il pourrait qualifier de coïncidence ou de coup de chance. Mais il n'y en avait pas. Ce qu'il a vu à la place. C'était quelque chose de si discrètement miraculeux. Cela le déstabilisait. Il a vu un garçon. Qui avait vécu pendant des mois sans établir de contact visuel. Qui avait repoussé tous les jouets, thérapeutes et outils. Censés l'aider. Se diriger vers un inconnu. Avec une intention absolue. Et il vit cet étranger. Ne traitez pas le garçon comme un projet. Pas comme un puzzle. Mais en tant que personne. Arthur ne comprenait pas. Mais il le sentait. Comme le coup le plus doux. Sur une porte fermée depuis longtemps. Et même s'il ne voulait pas l'admettre. Pas alors. Quelque chose en lui voulait ouvrir cette porte. Juste une fissure.
pour voir ce qui pourrait arriver. S'il ne le tenait pas si fort fermé. Mais il n'a pas agi sur cette impulsion. Pas encore. Au lieu de cela, il est retourné à son emploi du temps. Ses emails? Son silence. Entre-temps, quelque part au 3e étage. Un garçon et une fille. Qui venaient juste de se rencontrer. Ils dessinaient déjà leur 2e tableau ensemble. La semaine suivante. Isabella revenait chaque après-midi. Comme si elle appartenait à cet endroit-là. Pas avec arrogance ou supposition. Mais avec une intention silencieuse. Personne ne l'a arrêtée. Pas la sécurité à la porte. Pas les femmes de ménage qui polissent les balustrades. Pas le cuisinier qu'elle a croisé près du garde-manger. Elle est venue avec son sac à dos. Un peu plus lourd qu'avant. Rempli non pas de devoirs ou de maquillage. Ou des choses qu'une fille de 16 ans pourrait habituellement porter. Mais avec des crayons de couleur taillés jusqu'à la moelle. Cartes mémoire faites maison. Et des livres de langue cornés de la bibliothèque de l'école. Sa mère ne dit rien. Je viens de lui donner une collation. Et lui fit un bref signe de tête nerveux. Alors qu'elle quittait la cuisine. Quand Isabella entrait dans la bibliothèque chaque jour. Léo était déjà là. En attendant. Il ne l'a jamais reconnu à voix haute. Mais il levait toujours les yeux. Et c'était suffisant. Le rituel a commencé lentement. Elle s'asseyait au même endroit. Décompressait son sac. Et commençait à disposer les offrandes du jour. Un jour, c'était un jeu de mémoire. Avec des noms de fruits en français. Une autre? Une activité de dessin. En utilisant uniquement les couleurs qu'elle a nommées en italien. Léo n'a jamais parlé. Mais quand elle a brandi une carte et a dit « Manzana », il clignait des yeux 2 fois. Quand elle murmura « Luce » pour vert, il s'est penché en avant. Elle remarqua rapidement le schéma. Léo n'aimait pas seulement les langues, il y avait autre chose, quelque chose de plus profond. Son silence n'était pas une absence, c'était une intention. Il écoutait par couches. Certains sons semblaient s'installer différemment en lui. Comme si certains mots avaient une texture ou un goût que d'autres n'avaient pas. Le mandarin, en particulier, l'attirait, les tons, la précision, le caractère presque musical des mots. Il ne les imitait pas, mais tout son corps semblait y répondre. La première fois qu'elle prononça « lent » pour bleu, il tapota doucement du doigt le crayon assorti. La deuxième fois. Il désigna la même nuance de bleu sur une page qu'ils avaient coloriée quelques jours plus tôt. Elle ne le félicita pas, n'appuya pas sur ses mains, se contenta d'un hochement de tête, puis continua. Le silence entre eux ne devint pas un obstacle, mais un espace partagé. Elle ne chercha pas à le réparer, seulement à le comprendre. Et Léo, à son tour, offrit davantage de lui-même jamais par la parole, mais par l'attention, le rythme, la façon dont il disposait ses crayons avant de commencer. Toujours alignés, jaune, bleu, rouge, vert, violet. C'était comme s'il accordait un piano avant d'en jouer, préparant le monde à prendre sens. Un après-midi, Isabella apporta un petit enregistreur audio non pas pour enregistrer Léo. Elle n'oserait pas mais pour reproduire certains sons, cris d'animaux, notes de musique, noms de couleurs prononcés par des locuteurs natifs dans différentes langues. Elle observa la réaction de Léo. Lorsqu'un enregistrement prononça « rouge » en français, il cligna des yeux et regarda une fiche rouge. Lorsque la même voix prononça « rojo » en espagnol, il secoua légèrement la tête trop durement, supposa-t-elle. Mais lorsqu'elle prononça « once » en mandarin, ses yeux s'illuminèrent. Il tendit la main vers le crayon rouge. Ce jour-là. Pour la première fois, il prit sa fiche et y ajouta une croix à un petit X dans le coin supérieur. C'était un système que lui seul comprenait, mais c'était quelque chose. Elle ne posa pas de questions. Elle lui tendit simplement la suivante. Jaune en italien, giallo, il tapota 2 fois. En mandarin, wang, il toucha son oreille. Elle comprit alors que Léo n'apprenait pas seulement des mots. Il y percevait des sentiments, des impressions, des sensations comme si le langage avait de la couleur et du poids. Et il percevait la différence entre l'artificiel et le réel, entre le parlé et le compris. Arthur était assis dans son bureau au 2e étage. Faisant à peine semblant de consulter les rapports trimestriels. Son regard ne cessait de dériver vers la vidéosurveillance,
plus précisément vers la caméra 9, la bibliothèque. Il avait coupé le son. Comme toujours, mais cette fois, il n'avait pas accéléré. Pas une seule fois. Il observait la fille et le garçon assis sur le tapis, entourés d'un petit monde de cartes de couleurs et de carnets de croquis ouverts. Arthur ne comprenait pas ce qui se passait intellectuellement, mais quelque chose dans la posture du garçon. La façon dont Léo se tournait sans hésitation vers Isabella, la façon dont ses doigts planaient sur les fiches comme s'ils touchaient du sens, troublait le silence hébété auquel Arthur s'était habitué. Il était plus facile de croire que son fils était inaccessible. Plus facile d'imputer la responsabilité au diagnostic, au traumatisme, à la perte. Mais maintenant, il voyait Léo réagir au son, aux formes, aux nuances. Il voyait son fils remarquer des choses qu'Arthur n'avait même pas pensé à essayer. Cette prise de conscience lui fit l'effet d'une ecchymose. Arthur avait été tellement occupé à contrôler le récit qu'il n'avait jamais pris le temps de demander quelle histoire Léo essayait de raconter. Plus tard dans la semaine, Isabella apporta un nouveau jeu. Elle disposa des cartes avec uniquement des échantillons de couleurs et demanda à Léo de les regrouper, non pas par teinte, mais selon ce qu'elle lui faisait ressentir. Pas de règles, juste de l'intuition. Il fixa le paysage pendant un long moment, puis il commença. Le vert à côté du bleu. Le bleu à côté du violet. Le rouge à part. Le jaune au centre. Elle l'observa en silence tandis qu'il arrangeait et réarrangeait, puis tapait enfin 3 fois sur le carton jaune. Elle ne dit rien. Mais elle nota l'ordre. Le recopia scrupuleusement et le rangea. Lorsqu'elle leva les yeux, il était déjà en train d'attraper son carnet de croquis. Sans demander son avis. Il tourna la page jusqu'à une page blanche et dessina une forme simple, un cercle dans un carré. Puis il repoussa le carnet vers elle. Elle ne comprenait pas ce que cela signifiait. Mais elle prit un crayon bleu et traça un petit trait sous le carré, comme une base. Il ajouta un triangle rouge par-dessus. Il ne savait pas ce qu'il construisait, mais il le construisait. Ensemble. Sans mots. Précis. Couche après couche. Un langage commun, non enseigné, mais bâti sur la confiance. Leur communication restait silencieuse et muette, un regard, une pause. Une inclinaison de tête. Mais sous ces gestes, quelque chose d'incompréhensible avait commencé à bouger. Léo ne se contentait plus de réagir, il tendait la main. Lentement. Tâtonnant. Mais tendant néanmoins la main. Et Isabella n'a jamais tenté de le brusquer. Elle n'a jamais demandé pourquoi il ne parlait pas. Elle ne l'a jamais félicité pour des choses qu'il n'avait pas l'intention de lui dire. Elle l'a simplement observé pleinement, attentivement et lui a donné des outils. Léo, à son tour, lui offrit sa présence. Et Arthur, caché derrière des couches de caméra et le silence, était assis, la main figée sur sa souris. Il ne sauta pas d'étape en étape, pas cette fois. Il observait chaque instant se dérouler, incertain de ce qu'il espérait trouver. Mais ce qu'il a découvert, c'est ceci, un garçon qui entendait des couleurs et une fille qui les nommait doucement. Non pas comme un test, mais comme une invitation. Quelque part à l'intérieur de la forteresse de silence qui enfermait Léo, quelque chose commença à bouger. Il s'est avéré que le progrès n'était pas linéaire. Il n'a jamais été net ni gratuit. Ce dimanche avait commencé comme tous les autres. Isabella arriva peu après le déjeuner. Vêtue d'un sweat à capuche vert délavé et avec son expression habituelle de calme et de détermination. Léo l'attendait déjà dans la bibliothèque, assis en tailleur près de la fenêtre. Il avait commencé à lui laisser des carnets de croquis ouverts, sélectionnant les pages qu'il préférait, comme s'il préparait une exposition. Isabella prit sa place habituelle et déballa une pile de pages vierges, un petit jeu de cartes de référence sur les animaux qu'elle avait imprimés à l'école et ses crayons de couleur. « Dessinons des animaux aujourd'hui, dit-elle doucement, sans attendre de réponse. Elle lui montra une carte avec un pangolin dessus et sourit. Celui-ci s'appelle Shin Shnj en mandarin. Léo cligna des yeux une fois. Ils commencèrent à dessiner. Elle traça la queue écailleuse de la créature avec des lignes bien dessinées, tandis qu'il était assis à côté d'elle. Les yeux passant de la carte à sa main. Puis il prit un crayon et commença sa propre version. Des lignes grossières et tortueuses au début, mais volontairement. C'était calme. Concentré. Sûr. Jusqu'à ce que soudain, Léo laisse tomber son crayon, se serre la tête et pousse un cri si rauque qu'il semble déchirer les murs.
Le son n'était pas seulement fort, il était viscéral. C'était le genre de cri qui ne provenait pas seulement de la peur ou de la douleur, mais de quelque chose d'innommable, d'ancien et de prisonnier, soudain libéré. Isabella resta figée une seconde. Hésitante entre le tendre la main et reculer. Léo était à genoux, se balançant légèrement, les mains toujours plaquées contre ses oreilles. « Léo » murmura-t-elle en se penchant vers lui. « Léo ? Tout va bien. Je suis là. Je ne vais nulle part. » Mais avant qu'elle puisse le toucher, des pas lourds se rapprochaient. Arthur fit irruption. Scrutant la pièce avec l'urgence de quelqu'un qui se prépare à une catastrophe. Sans un mot, il se dirigea directement vers Léo et le tira loin d'Isabella, le soulevant dans ses bras comme un bouclier. Léo résista, sans violence, mais avec une détresse évidente. Son visage était rouge et son corps tendu. Arthur se tourna vers Isabella. Que s'est-il passé ? Sa voix était sèche, maîtrisée, mais pleine de suspicion. Que as-tu fait ? Elle se leva lentement, stupéfaite, tenant ses mains devant elle comme pour montrer qu'elle n'avait rien cassé. Rien. Je dessinais juste. On dessinait des animaux. Il aimait ça. Il allait bien, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Balbutia-t-elle. Il allait bien. Arthur ne répondit pas. Il resserra son étreinte sur Léo, qui pressait maintenant son visage contre la poitrine de son père, mais n'émit aucun son. Ses yeux, cependant, se posèrent sur Isabella où une lueur de panique, pas de trahison. Elle a capté ce regard et il l'a anéanti. Ce n'était pas moi, dit-elle à nouveau, plus doucement cette fois. Plus pour elle-même que pour lui. Mais Arthur ne l'écoutait plus. Il lui lança un dernier regard, indéchiffrable et froid. Tu devrais partir, dit-il en lui tournant déjà le dos. Maintenant. La porte se referma définitivement derrière eux, et Isabella resta figée dans l'écho de cet ordre, incertaine de ce qui venait de se dérouler. Des carnets de croquis jonchaient le sol. Quelques crayons de couleur cassés sous les roues des chaussures d'Arthur. Elle s'accroupit, rassemblant ce qu'elle put aux ses dessins, ses cartes. Le crayon que Léo avait laissé tomber au milieu de la ligne puis sorti de la pièce, le cœur battant la chamade, sous l'effet de la culpabilité et de la confusion. Arrivée à la voiture. Sa mère ne dit rien. Isabella monta sur le siège passager et, pendant les premières minutes, ne boucla même pas sa ceinture. Elle fixait ses genoux, les poings serrés autour d'un crayon rouge cassé. Les yeux pleins de larmes qu'elle refusait de laisser couler. Elle pensait avoir tout gâché. Sur le chemin du retour, le silence dans la voiture était lourd de non-dits. Isabella n'expliqua pas ce qui s'était passé, et sa mère ne posa aucune question. Il y avait une compréhension tacite. Ce qui s'était passé dans cette maison ne pouvait être réparé par des excuses ou des explications. Isabella gardait les yeux fixés sur la route, même si son esprit revoyait sans cesse le cri de Léo. Était-ce l'image, la couleur, le mot ? Elle ne pouvait pas savoir. Elle remettait en question chaque mouvement, chaque regard, chaque carte qu'elle avait posée. Le pangalin. Le nom mandarin. Était-elle allée trop loin ? Elle était si sûre de la confiance qui s'était instaurée entre eux. C'était subtil. Comme planter quelque chose de délicat dans un sol sec et retenir son souffle pendant qu'il prenait racine. Mais maintenant, elle avait l'impression d'avoir marché dessus. Arrivée à la maison. Elle alla directement dans sa chambre et ferma la porte. Elle ne pleura pas tout de suite. Elle commença par aligner les morceaux de crayon cassés sur son bureau. Puis elle les fixa jusqu'à ce que la lumière de la fenêtre s'éteigne. Puis elle pleura. Non pas pour elle-même. Mais pour le garçon qui l'avait un jour tenté et qui ne le ferait peut-être plus jamais. Mais de retour au manoir, dans le calme qui avait suivi la tempête, Léo ne dormait pas. Il était assis, recroquevillé sous sa couverture, non pas par peur, mais par réflexion. Ses petites mains glissaient sous les couvertures, cherchant quelque chose près du lit. Ses doigts trouvèrent le bord d'un carnet de croquis qu'Isabella avait laissé derrière elle, et un crayon jaune perçait sa tranche. Il le tira vers lui et commença à fouiller le sol. Un par un. Il ramassa les crayons qu'elle avait laissés tomber aux certains cassés, d'autres entiers et les disposa soigneusement en rangée au bord de son lit, bleu, jaune, rouge. Dans cet ordre. Non pas comme un rituel, mais comme un message. Il fixa les couleurs pendant un long moment, puis toucha chacune d'elles une fois, doucement,
comme s'il prononçait un mot sans le prononcer. Arthur passa devant la porte ouverte, s'arrêta en voyant l'arrangement et se pencha légèrement à l'intérieur. « Léo » demanda-t-il, incertain. Léo ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Arthur n'en comprenait pas la signification. Mais au plus profond du silence du garçon, une décision avait été prise. Ce qui s'était brisé ce jour-là n'était pas irréparable. Le pont fragile. Imparfait, mais réel était toujours là. Au début, Arthur ne voulait pas y croire. Il se persuada que c'était la télévision. Un programme quelconque laissé en marche par un membre du personnel distrait, ou peut-être une coupure de courant sur le téléphone de Luciana. Mais le moment se répétait sans cesse dans sa tête comme un écho qu'il ne pouvait faire taire. Il était tôt le matin, quelques heures avant que la maison ne se réveille. Arthur était assis à son bureau, examinant les documents relatifs à une acquisition logistique à Marseille. Il avait son expresso habituel, sa cravate parfaitement nouée. Le même bandeau d'informations défilant sur sa télévision en sourdine. La routine était solide, prévisible. Jusqu'à ce qu'un petit bruit délicat mais indubitable se fasse entendre depuis le couloir à l'extérieur du bureau. Ses oreilles se dressèrent, mais il ne bougea pas. Puis il revint. Du côté du salon. Un seul mot, clair et doux. Néon. La plume d'Arthur se figea au-dessus de la page. Son pouce accéléra. Lentement, prudemment, il se leva et se dirigea vers le couloir. Il n'y avait pas de télévision allumée. Pas de téléphone allumé. Juste Léo, assis en tailleur sur le tapis, un carnet de croquis ouvert devant lui. Isabella n'était pas là. Il était seul. Ses lèvres étaient immobiles. Mais Arthur n'avait aucun doute, la parole venait de son fils. Il n'a pas interrompu. Il ne pouvait pas. Arthur recula, tel un individu quittant un lieu sacré. Et retourna à son bureau en silence. Ses mains tremblaient légèrement en accédant aux images de surveillance. Il activa la caméra celle qui fait face au salon et remonta 5 minutes plus tôt. Sur l'écran granuleux, il vit Léo entrer dans la pièce, le carnet de croquis sous le bras. Le même qu'Isabella avait utilisé la semaine précédente. Le garçon s'assit, ouvert à un dessin. Un animal aux écailles blindées et aux yeux minuscules. Le pangolin. Celui qu'Isabella avait appelé Arc Néon. Léo toucha la page d'une main, puis se pencha en avant et, sans y être invité, parla. Il n'y avait personne. Pas de public. Pas de cajolerie. Pas de thérapeute avec un presse-papier. Juste Léo, dans son propre espace. Choisissant de laisser sortir le mot comme un secret murmuré dans l'air. Arthur rejoua le clip 5 fois de plus. Puis 10. À chaque fois, il cherchait une explication mécanique. Quelque chose pour fonder l'impossible sur quelque chose de clinique ou de rationnel. Mais il n'y avait rien à analyser. Pas de problème. Pas d'illusion. C'était réel. La parole était la sienne. Et ça a tout changé. Cette prise de conscience frappa Arthur comme une vague. Non pas parce que c'était miraculeux, mais parce que c'était indéniablement volontaire. Léo n'avait pas réagi à une sollicitation. Il n'avait pas été stimulé par des flashcards ni manipulé par des récompenses. Il avait simplement parlé, parce qu'il le voulait. Parce que quelque chose en lui se sentait suffisamment en sécurité, peut-être même assez joyeux, pour transformer un mot de sa mémoire en réalité. Arthur n'était pas préparé à ça. Il avait passé des années à investir dans des stratégies, des experts et des cadres structurés. Pour lui, le progrès était mesurable, un graphique, un rapport. Mais ça n'avait aucun protocole. C'était calme. Sans provocation. Et profondément humain. Cela signifiait que Léo n'était pas enfermé. Il avait écouté tout ce temps, choisi, observé, analysé. Arthur sentit quelque chose se fissurer au plus profond de sa poitrine. Quelque chose qu'il avait barricadé le jour de la mort de Clara Hara. Cette partie de lui qui ressentait la joie. La douleur et tout ce qui se trouve entre les deux. Il s'est adossé à sa chaise, a regardé le plafond et a prononcé le mot à voix haute lui-même. Néon. C'était étrange dans sa bouche. Mais beau aussi. Comme si, en le prononçant, il ouvrait une porte jusque-là scellée. Non pas par le traumatisme, mais par la peur. Plus tard dans l'après-midi, il appela Luciana à son bureau.
Elle arriva en s'essuyant les mains sur son tablier, visiblement surprise. « Monsieur » demanda-t-elle, debout, raide, au bord du tapis. Arthur ne leva pas immédiatement les yeux de son bureau. Il tapota simplement l'écran de son ordinateur portable, où la voix de Léo passait en boucle. Luciana s'approcha, confuse. « Regarde, dit-il. Elle l'a fait. » Sa main couvrait sa bouche. « C'était ça. » murmura-t-elle. Il hocha la tête une fois. « Je veux qu'elle revienne, dit-il. Isabella. Amène-la demain. » Luciana hésita. « Tu veux qu'elle continue à dessiner ?» Arthur rencontra enfin son regard. « Non, dit-il d'une voix calme mais assurée. Je veux qu'elle continue à faire ce qu'elle fait. » Il n'y avait aucune excuse dans son ton. Aucun aveu d'erreur concernant ce qui s'était passé le dimanche précédent. Mais il y avait autre chose. De l'humilité, peut-être. Ou de l'émerveillement. Luciana hocha lentement la tête. Sentant le changement, et se tourna pour partir. De nouveau seul, Arthur passa le clip une dernière fois. C'était un tout petit mot. Juste 2 syllabes. Mais en eux, il entendait la voix de Clara Hara. Le souffle de son fils et quelque chose d'autre qui lui avait échappé pendant des années, la présence brute et terrifiante de l'espoir. Cette nuit-là, Arthur resta devant la porte de la chambre de Léo plus longtemps que d'habitude. Il n'entra pas. Il ne l'appela pas et ne donna pas d'instructions via le système de surveillance. Il se tenait simplement là, la main sur le cadre de la porte, à écouter. À l'intérieur, Léo murmurait doucement. Pas des mots entiers, mais de douces répétitions. Des noms de couleurs, peut-être. Des sons. Des syllabes. Arthur ferma les yeux et ressentit la gravité de l'instant. Non pas comme un père reprenant le contrôle. Mais en tant qu'homme, je m'en détache lentement. Il se souvenait de la façon dont Clara Hara lisait des histoires en mandarin à Léo avant de s'endormir, riant à chaque mauvaise prononciation. Peut-être que le garçon n'avait pas oublié. Peut-être que rien n'avait été perdu. Il ne reste plus qu'à attendre. Le silence qu'Arthur avait autrefois rempli de productivité semblait désormais plein de possibilités. Il ne savait pas quoi faire ensuite. Et pour une fois, il n'essayait pas d'élaborer une stratégie. Il n'y avait aucun plan. Aucune intervention. Juste une vérité. Léo avait parlé. Non pas pour performer. Non pas pour obéir. Mais pour exprimer. Et cela a tout changé. Mais il savait ce qu'il avait entendu. Le lendemain matin, alors qu'il examinait les documents. Un mot doux lui parvint du salon. Nenéon. Le nom de l'animal qu'Isabella avait dessiné en chinois. Il s'est figé. Il a regardé les images encore et encore. Léo avait parlé. Pas sur commande. Pas en thérapie, mais par choix. Pour la première fois, Arthur était confronté à quelque chose dont il ne pouvait pas se sortir en négociant, l'espoir. Le message d'Arthur est parvenu à Luciana. Bref et sans cérémonie. Isabella était en train de mettre la table à la maison lorsque sa mère raccrocha le téléphone et se tourna vers elle avec un regard étrange, à la fois inquiet et prudent. « Ils veulent que tu reviennes, » dit Luciana. « Non merci. Aucune excuse pour ce qui s'est passé ce dimanche-là. Juste un ordre transmis comme des ordres dans une chaîne militaire. » Isabella fixa sa mère pendant un moment, ne sachant pas si elle avait bien entendu. « De retour ? Jean, pour de bon ?» Sa mère fit un simple signe de tête. Il a dit. Dites-lui de continuer à faire ce qu'elle faisait. Isabella n'a pas répondu tout de suite. Elle est retournée dans sa chambre et a sorti les cahiers qu'elle avait créés en privé. Remplis de diagrammes, d'études imprimées et de notes qu'elle avait copiées à partir de blogs d'orthophonie et de ressources éducatives alternatives. Elle ne savait pas si elle le faisait bien. Mais elle essayait. Elle ne se contentait plus de deviner. Elle étudiait. Elle se préparait. Cette nuit-là, elle remplit son sac à dos avec un poids différent, pas seulement des outils, mais aussi une intention. Le lendemain, lorsqu'elle franchit à nouveau les portes du manoir, elle ne se sentit pas victorieuse. Elle se sentait responsable. Le garçon avait parlé. Le pont avait tenu. Il s'agissait maintenant de l'élargir. Léo ne l'a pas salué à son arrivée. Mais il n'en avait pas besoin.
Il était déjà assis dans la bibliothèque avec une petite pile de papier devant lui, les siens, pas les siens. Il en poussa un vers elle sans lever les yeux. C'était un dessin. Un train. Un chien et quelque chose qui ressemblait à un robot. Elle s'assit tranquillement à côté de lui et sortit ses propres affaires. Au lieu de prendre ses crayons tout de suite. Elle ouvrit un nouveau cahier et le plaça entre eux. Sur la première page, elle avait écrit 3 mots en 3 langues. Bonjour. Bonjour. Niao. Léo y jeta un coup d'œil. Puis tapota le dernier avec son doigt. Isabella sourit. Tu aimes le mandarin, hein? Pas de réponse. Juste un léger hochement de tête, presque imperceptible. Elle lui a tendu une feuille plastifiée qu'elle avait réalisée, des visages pleins d'émotions avec des légendes en 5 langues. Il l'a regardée, s'est attardé dessus triste, puis je l'ai repoussée. Elle n'a pas insisté. Au lieu de cela, elle a commencé à dessiner tranquillement, un renard, une maison, un grand arbre. Après quelques minutes, Léo prit un crayon et commença à dessiner lui aussi. Je ne la copie pas. Je contribue. C'était un changement subtil, mais qui lui disait tout. Ce n'était pas une séance. C'était une collaboration. Les jours suivants se sont installés dans un rythme lent, prudent, mais réel. Léo ne s'est plus jamais précipité pour parler. Et Isabella ne s'attendait pas à ce qu'il le fasse. Elle a commencé à utiliser des cartes avec un texte minimal, montrant un concept à la fois. Vouloir. Arrêter. Ensemble. En sécurité. Elle a remarqué que Léo répondait davantage aux mots qui transmettaient des sentiments qu'aux instructions. Quand elle lui a montré ensemble. Ses doigts l'effleurèrent 2 fois avant de se désigner lui-même, puis elle. Elle n'a rien dit. J'ai juste saisi l'instant. Laisse-le se poser. Arthur, qui regardait depuis le moniteur chaque jour, resta silencieux. Il n'est plus jamais entré dans la pièce. Mais il a tout vu. Il a vu la jeune fille enseigner avec plus de compréhension que la plupart des spécialistes qu'il avait embauchés. Il vit le garçon commencer à atteindre quelque chose, non pas par de grands bonds, mais par de petits actes délibérés de connexion. Léo a commencé à apporter des choses à leur séance. Les jouets qu'il aimait. Des livres que Clara Hara lui avait lus un jour. Même son crayon préféré. Le même bleu que le jour de leur rencontre. Un après-midi, il lui tapota la main avant de s'asseoir à côté d'elle. Elle n'a pas trop réagi. Elle a juste ouvert son carnet et a dit « Dessinons ». Ce qui comptait, ce n'était pas le toucher. C'était la confiance qu'elle représentait. Puis, un jour, sans avertissement ni explication, Léo a pris une feuille de papier et a commencé à dessiner quelque chose de nouveau. Ses lignes étaient lentes mais déterminées. Tout d'abord, une silhouette grande avec de larges épaules. Puis, un plus petit à côté, avec de longs cheveux attachés en queue de cheval. Enfin, un troisième, un garçon avec un visage rond et le mot Léo imprimé en dessous. Isabella regardait en silence, son cœur battant plus vite à chaque coup. Léo n'a pas expliqué le dessin. Il le poussa simplement vers elle quand il eut fini, puis détourna le regard. Son visage était rouge mais calme. Elle fixait l'image, essayant de respirer. « Est-ce que c'est, nous ?» demanda-t-elle doucement. Léo n'a pas hoché la tête ni parlé. Mais il a poussé le papier encore plus près. Puis il a placé sa main sur la silhouette avec la queue de cheval. C'était la déclaration la plus claire qu'il ait jamais faite. Isabella sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Pas de la fierté, mais quelque chose de plus profond, la reconnaissance. Ce n'était plus seulement une connexion. C'était l'inclusion. Il disait, à sa manière, qu'elle avait sa place dans le tableau. Qu'elle n'était pas une étrangère qui s'intéressait à nous. Elle était à l'intérieur, avec lui. Arthur a vu le dessin avant même que Léo ne quitte la pièce. Le flux en direct a montré tout le processus. Mais ce n'est que lorsque l'image statique est apparue sur l'écran qu'Arthur a ressenti quelque chose qu'il ne pouvait contenir. Il se pencha en avant. Fixant le trio que Léo avait rendu si simplement. L'homme de grande taille était incontestablement lui. Le garçon étiqueté. La fille aux queues de cheval, expression calme était Isabella. Ce n'était pas un dessin fantastique ou une caricature copiée. C'était un portrait d'eux. De quelque chose. Et ce qui a détruit Arthur, ce n'est pas seulement le fait d'être inclus.
C'était vu. Léo l'avait dessiné. Pas avec des lignes exagérées. Pas avec une distance froide. Mais avec une présence tranquille. Un homme debout à côté de deux autres. Pas à part d'eux. Il se rassit sur sa chaise et laissa échapper un souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait. Comment cette fille, cette adolescente sans formation, sans diplôme, a-t-elle pu atteindre son fils d'une manière que personne d'autre n'avait pu faire? Cela n'avait plus d'importance. Tout ce qu'il savait, c'est qu'elle l'avait fait. Et Léo avait répondu de la seule manière qu'il connaissait. Pas avec des mots. Mais avec présence. Avec l'art. Avec le nom d'une obligation. Isabella a été rappelée. Il n'y a eu aucune excuse. Juste une directive tronquée, continuez à faire ce que vous faisiez. Mais maintenant, elle est venue avec plus de prudence. Et avec des cahiers remplis de recherches. Elle avait étudié par elle-même les méthodes de communication alternatives. Pendant ce temps, Léo commença à dessiner avec elle. Un jour, il a dessiné 3 personnes, un homme grand. Une fille avec une queue de cheval et un garçon appelé Léo. Arthur a vu le dessin et quelque chose en lui s'est brisé. Le message était clair. Léo se considérait comme faisant partie de quelque chose. Et elle en faisait partie. Arthur n'avait jamais été à l'aise avec l'ambiguïté. Il croyait à la structure, au diplôme, aux résultats mesurables. Ainsi, malgré ce qui avait commencé à fleurir entre Léo et Isabella, une partie de lui s'accrochait encore à la croyance que le progrès devait venir des professionnels. De spécialistes. Pas des adolescents avec des crayons et de l'intuition. Après avoir observé les interactions silencieuses de Léo au ses dessins, ces quelques mots prononcés, Arthur prit une décision. Il a fait appel au docteur Margaret Howell, une spécialiste renommée du comportement des enfants, dont la liste d'attente était de 6 mois. Elle a libéré une place dans son emploi du temps en 3 jours. Le nom d'Elka avait toujours ce genre de poids. À son arrivée, elle est venue avec un assistant. 2 tablettes et une pile de formulaires. Ce n'est qu'une évaluation préliminaire, dit-elle avec un sourire bien rodé. Isabella était déjà dans la bibliothèque lorsque la femme entra. Arthur se tenait juste devant la porte, les bras croisés, regardant. Isabella n'a pas dit un mot. Elle savait ce que c'était. Je savais ce que ça ferait. Léo, qui fredonnait doucement tout en disposant des cartes colorées, se figea au moment où le spécialiste le salua. « Bonjour, Léo, dit-elle joyeusement. Je suis ici pour en savoir plus sur toi. » Il n'a pas bougé. Je n'ai pas cligné des yeux. Son visage s'est vidé de toute expression, comme si un interrupteur avait été actionné. Pendant les 40 minutes qui ont suivi, le docteur Howell a essayé tout ce qu'elle avait dans son répertoire, des jeux d'identification sonore, des énigmes visuelles, des tableaux de récompense, des invites de suivi oculaire. Léo n'a pas réagi. Il n'a même pas bronché. Quand elle s'est rapprochée, il s'est éloigné. Quand elle a applaudi près de lui pour attirer son attention, il a fermé les yeux. Arthur regardait avec une tension croissante, confus par le retrait de Léo. A-t-il régressé, murmura-t-il à Isabella pendant une brève pause. Elle ne le regarda pas. Non, dit-elle simplement. Il se protège. Arthur fronça les sourcils. De quoi? Isabella ne répondit pas. Mais la question restait en suspens. Le docteur O continua, élevant légèrement la voix. Clairement irrité par le manque de participation de Léo. Léo, peux-tu montrer l'image qui montre « heureux » demanda-t-elle, plus fort cette fois. Rien. Elle a essayé à nouveau. Toujours rien. Finalement, elle se tourna vers Arthur et lui offrit un sourire compatissant. Ce n'est pas rare. Certains enfants stagnent après de petites avancées. Il est peut-être temps de réévaluer nos attentes. Arthur hocha la tête, incertain. Isabella ne dit rien, mais sa mâchoire se serra et elle serra le carnet de Léo contre sa poitrine comme un bouclier. Une fois la séance terminée, la spécialiste a emballé ses affaires et est partie d'un pas assuré, inconsciente de la tension qu'elle laissait derrière elle. Une fois la pièce à nouveau vide, Arthur entra. Léo était recroquevillé près de l'étagère, tenant son crayon préféré dans sa paume comme s'il était en verre. Isabella s'approcha finalement de lui, s'agenouillant à côté de lui sans parler. Après un moment, Léo attrapa le carnet de croquis et le tira sur ses genoux.
Il ouvrit une nouvelle page et commença à dessiner des lignes nettes et délibérées. Arthur se tenait là, observant, ne sachant pas s'il devait partir ou s'excuser. Le dessin est arrivé rapidement. Un visage rond. Des yeux comme des pierres plates. Une bouche dessinée dans un froncement de sourcils sévère. Par-dessus, Léo a tracé des lignes rouges aux 4 au total, épaisses et irrégulières. Il laissa tomber le crayon quand il eut fini et détourna le regard. Arthur fixa l'image, déconcerté. « C'est moi » demanda-t-il doucement, presque effrayé par la réponse. Isabella secoua la tête. « Non, dit-elle. C'est elle. » Les sourcils d'Arthur se froncèrent. « Le docteur ? » Oui. Il regarda à nouveau le papier. « Mais pourquoi les lignes rouges ?» Isabella n'a pas hésité. Il dit qu'elle est bruyante, mais elle n'écoute pas. Le visage d'Arthur pâlit. Un poids froid s'installant dans sa poitrine. Il regarda à nouveau Léo, qui ne voulait pas le regarder dans les yeux. Quelque chose à l'intérieur d'Arthur s'est brisé, non pas à cause de la douleur, mais à cause de la reconnaissance. C'était une chose étrange de réaliser que vous pourriez faire partie du problème. Arthur a toujours cru qu'il faisait de son mieux, embaucher les bonnes personnes, garantir les meilleures thérapies, fournir les outils les plus avancés. Mais dans tout ce bruit, il n'avait jamais demandé une seule fois à Léo ce qu'il voulait. Il avait supposé que le silence signifiait l'incapacité, que le retrait signifiait un manque d'intérêt. Mais maintenant, en regardant ce garçon ou son fils rejetant si clairement le bruit en faveur de quelque chose de plus calme, de plus doux, Arthur sentit la honte commencer à s'installer dans les recoins de sa fierté. « Je pensais que je l'aidais, » dit Arthur, principalement pour lui-même. Isabella leva les yeux vers lui. Sa voix calme mais inébranlable. Parfois, les personnes les plus bruyantes sont celles qui entendent le moins. Il n'a pas discuté. Il ne pouvait pas. Parce qu'au fond, il savait que c'était vrai. Toutes ces séances, tous ces plans, aucun d'entre eux n'avait vu Léo. Pas vraiment. Seule cette fille, sans diplôme, sans formation, sans financement, avait réussi à le joindre. Parce qu'elle avait écouté. Pas avec ses oreilles, mais avec sa présence. Arthur s'assit lentement dans le fauteuil en face d'eux et ne dit plus un mot. Pour une fois, il est resté immobile. Le silence dans la pièce n'était plus gênant. C'était intentionnel. Léo, rassuré par le retour du calme, commença à feuilleter de vieux croquis. Il s'arrêta sur l'un d'eux, le trio à nouveau. L'homme, la fille avec une queue de cheval, le garçon étiqueté lion. Il l'a tapoté doucement une fois. Arthur a vu. « C'est nous, n'est-ce pas » demanda-t-il doucement. Léo ne répondit pas. Mais sa main resta posée sur l'image une seconde de plus avant de tourner la page. Isabella a recommencé à trier les crayons de couleur, un par un. Elle n'a pas poussé Léo. Elle n'a pas demandé de réponse. Elle a simplement laissé le silence parler. Arthur les observa tous les deux et, pour la première fois, ne ressentit pas le besoin de remplir l'espace avec des instructions ou des opinions. Peut-être, pensa-t-il, tout n'avait pas besoin d'une étiquette ou d'un objectif. Peut-être que la connexion n'a pas été construite grâce à la structure, mais grâce à la patience. Par la présence. La femme qui l'avait amené avait suivi tous les protocoles. Mais le garçon l'avait rejeté, non pas par dépit, mais par instinct. Arthur commençait à comprendre pourquoi. Arthur a toujours essayé de contrôler le récit. Il a fait appel à un spécialiste de haut niveau pour évaluer Léo. Isabella est restée silencieuse pendant la séance, et Léo s'est retiré dans le silence, pas de contact visuel, pas de mots. Lorsque la femme est partie, Léo a dessiné un visage sévère traversé de lignes rouges. Arthur n'a pas compris. Mais Isabella l'a fait. Il dit qu'elle parle fort mais n'écoute pas. Arthur quitta la pièce secouée, réalisant pour la première fois que peut-être, il était le bruit. L'idée est venue à Isabelle un jour où Léo hésitait devant un nouveau mot, liberté. Écrit en cursive douce sur une carte flash qu'elle avait fabriquée. Il le fixa sans cligner des yeux, mais quelque chose dans ses épaules se tendit. Il n'a pas bronché. Il n'a pas secoué la tête. Mais il ne s'est pas engagé non plus. Isabella n'a pas insisté. Elle avait appris à ne pas le faire. Au lieu de cela, elle mit la carte de côté, posa son carnet et changea de sujet. Plus tard dans la soirée,
Alors qu'elle aidait Luciana à arroser les herbes à l'extérieur de la cuisine, elle eut une pensée étrange. Et si les mots qu'ils implantaient dans la vie de Léo nécessitaient plus que de la répétition? Et s'il fallait les faire pousser lentement, doucement et avec soin, comme des graines? L'après-midi suivant, elle a apporté avec elle une petite pochette en papier. Et au lieu d'ouvrir ses flashcards habituels, elle a écrit Liberté sur un morceau de papier plié et le montra à Léo. Celle-ci est différente, dit-elle. Nous n'allons pas encore le lire. Nous allons le planter. Elle le conduisit dehors dans le jardin derrière l'aile ouest. Ce n'était pas bien entretenu. Juste une parcelle de terre avec des haies envahissantes et quelques pâquerettes tenaces. Léo ne l'a pas interrogée. Il la suivit simplement, la regardant attentivement. Elle s'agenouilla à côté du parterre de jardin, tendit à Léo une petite truelle et lui désigna un endroit. Juste ici, dit-elle. Léo regarda le papier, puis elle, puis de nouveau le sol. Lentement, avec l'intention que lui seul possédait, il creusa un trou peu profond. Isabella plia fermement le mot. Embrassa le papier à un petit geste qui le fit cligner des yeux avec curiosité et le plaça dans le sol. Les mots sont comme des graines, dit-elle, à peine plus aucun murmure. Ils ne poussent pas toujours tout de suite. Mais si nous les enterrons et que nous en prenons soin, parfois ils nous surprennent. Léo pressa la terre sur le papier avec sa main. Puis il s'assit sur ses talons et regarda la parcelle de terre, comme s'il s'attendait à ce qu'elle fleurisse à cet instant. Isabella sourit. Pas encore, dit-elle doucement. Nous devons attendre. Le rituel s'est poursuivi au cours des jours suivants. Chaque fois que Léo apprenait un nouveau mot ou du moins l'autorisait à entrer dans son espace, il l'écrivait et l'enterrait dans un endroit différent. Certains étaient en mandarin. D'autres en français ou en espagnol. Mais il n'en plantait qu'un par jour. Trop à la fois et ils ne sauront pas grandir, lui dit-elle. Léo n'a pas ri, mais il n'a jamais discuté. Arthur. Bien sûr, l'a remarqué. Il voyait le jardin depuis la fenêtre de son bureau. Au début, il pensait qu'il jouait simplement, peut-être à jardiner pour l'école ou à faire de la biologie. Mais il reconnut alors quelque chose de particulier. La façon dont Isabella remettait du papier à Léo avant chaque plantation. La façon dont il s'agenouillait en silence. Comment Léo tenait les feuillets pliés comme quelque chose de sacré. Un soir, après avoir quitté le jardin, Arthur sortit et examina lui-même le sol. Il n'a rien dérangé. Il se tenait juste là. Fixant un petit marqueur qu'Isabella avait laissé. Un petit dessin d'une feuille, collé sur un bâton. En dessous, Léo avait enterré le mot écouter. Écouter. Arthur ne parlait pas français. Mais il l'a vérifié plus tard. L'ironie ne lui a pas échappé. Il a regardé à nouveau les images de la caméra de sécurité cette nuit-là. Léo prend le mot, le plie, le creuse. Le tapote dans la terre avec sa paume. Cela n'avait aucun sens pour Arthur, intellectuellement. Mais émotionnellement, quelque chose dans tout cela sonnait vrai. Le garçon n'était pas éduqué selon les méthodes traditionnelles. Il invitait la langue dans son monde, sans être forcé de l'adopter. C'était un processus d'offrande. De création d'espace pour le sens. Arthur n'est pas intervenu. Il a juste continué à regarder. Le changement s'est produit discrètement. Le matin de la 7e plantation. Léo se tenait près de la porte, attendant Isabella, tenant un nouveau mot qu'elle ne lui avait pas encore donné, joint. Il l'avait écrit lui-même dans un cahier en grandes lettres irrégulières. Mais claires. Lorsqu'elle arriva, il le lui tendit sans un mot et la conduisit vers une nouvelle parcelle de terre. Elle n'a rien dit. Je viens de suivre. Ils l'ont planté. Elle sourit tandis qu'il pressait la terre, puis posait doucement une petite pierre bleue dessus. Ciel, dit-elle doucement. C'est ce que ça veut dire point joint. Léo cligna des yeux. Puis leva les yeux. Le lendemain, il en apporta un autre. Puis un autre. Mais malgré tout, il ne les a pas prononcés à voix haute. Il a planté. Geste. Écoutez. Jusqu'au 12e mot. Liberté. Celui qui avait tout déclenché. Une petite pousse avait percé la surface. Ce n'était rien de grandiose. Juste une bande de verdure qui perçait le sol. Mais Léo l'a vu. Il s'est figé. Puis je me suis assis à côté et j'ai regardé, complètement immobile.
Isabella s'agenouilla à côté de lui, observant sa réaction avec attention. Ça arrive, murmura-t-elle. Ça grandit. Léo tendit la main, mais ne toucha pas la pousse. Au lieu de cela, ses lèvres s'entr'ouvrirent. Et dans un souffle, presque trop faible pour être entendu, il murmura. Liberté. Arthur avait vu beaucoup de choses dans sa vie. Des fusions qui ont modifié les marchés. Des discours qui ont fait vibrer des salles entières. Des investissements qui ont rapporté de millions. Mais rien qui ne l'ait jamais vraiment désarmé. Jusqu'à ce moment. Il se tenait à sa fenêtre. Café oublié dans sa main. Quand il vit Léo accroupi près du parterre de jardin. Regardez la pousse. Elle regarda Léo murmurer quelque chose. Trop silencieux pour que la caméra puisse le capturer. Au début, Arthur pensait que c'était un jeu de lumière. Mais ensuite il vit Isabella se figer. Je l'ai vue se retourner. La bouche légèrement ouverte. Et il savait. Il n'avait pas besoin de l'audio. Il l'a vu dans la façon dont Léo s'est redressé après l'avoir dit. De la même manière qu'Isabella s'essuyait les yeux. Faire comme si ce n'était que de la poussière. Arthur s'éloigna de la fenêtre comme s'il avait été frappé. Ses genoux ont légèrement fléchi. Et il s'est rattrapé sur le cadre. Il ne s'attendait pas à ce que le mot vienne. Pas maintenant. Pas comme ça. Et de tous les mots. Liberté. Liberté. Il se souvenait que c'est. Lara l'avait utilisé une fois. En parlant de ce qu'elle voulait pour la vie de Léo. Pas parfait, avait-elle dit. Tout simplement gratuit. Et maintenant. Voici leur fils. En le disant. Pas pour eux. Mais pour lui-même. Dans le jardin du manoir. Isabella a commencé un rituel avec Léo. Chaque nouveau mot qu'il apprenait était écrit sur un bout de papier. Et enterré dans le sol comme une graine. Lorsque la première pousse est apparue à côté du mot. Liberté. Léo le regarda fixement. Comme si j'étais témoin de magie. Puis il murmura le mot à haute voix. Arthur, qui regardait par la fenêtre, sentit ses genoux fléchir. C'était comme entendre Clara rire à nouveau. Ne serait-ce que comme un écho. À ce stade, le rythme entre Isabella et Léo était devenu quelque chose d'organique. Un pouls régulier. Non dit, mais indéniable. Leur séance était devenue plus profonde. Plus complexe. Façonnée non pas par la structure, mais par la confiance. Isabella avait commencé à introduire un vocabulaire plus complexe. Pas avec fanfare, mais avec soin. Elle a remarqué que Léo était désormais attiré par les mots abstraits. Émotion. Idée. Verbes qui font allusion à une connexion. Elle a commencé à glisser des cartes avec des mots comme S. Où viens-toi? Croire. Appartenir. Parfois, il les traçait avec ses doigts. D'autres fois, il les mettait de côté. Comme pour dire « pas encore ». Mais il ne les a jamais rejetés catégoriquement. Il choisissait. C'était la différence maintenant. Tout ce qu'il a fait. C'était un choix. Cet après-midi-là. Elle sortit de sa poche une petite carte pliée. Écrit à la main en lettres majuscules. Isabelle. Ce n'était pas une invite. Juste un espace réservé. Parmi un groupe de nouveaux mots. Elle ne l'a pas signalé. Je ne m'y suis pas attardé. Elle l'a laissé reposer. Entre câlin et maison. Curieux de voir ce qu'il ferait. Léo y jeta un bref coup d'œil. Puis il tourna son attention vers une autre carte. Elle est passe. Accent aigu à autre chose sans commentaire. Masquait le battement dans sa poitrine. Elle s'était dit que cela n'avait pas d'importance. Mais c'est ce qui s'est passé. Le même jour, ils ont travaillé sur un jeu de dessin. Associer des images à des mots. Léo a fait rire un groupe d'enfants. Courage à une personne debout près du feu. Sans danger pour une mère tenant son enfant. Isabella. À noter chaque choix. Attention à ne pas interrompre. Alors Léo. Sans hésitation. J'ai récupéré la carte Isabella. Je le tenais dans une main.
Et elle a pointé du doigt un croquis qu'elle avait dessiné plus tôt. D'elle-même. Assis à côté de lui. Sous un arbre. Il ne la paie. À regarder. Mais il n'en avait pas besoin. Isabelle? Il a dit. Claire. Volontaire. L'air s'est déplacé. Ce n'était pas un murmure. Ou un murmure. C'était un nom. Parler de reconnaissance. Pas de répétition. Sabella se figea. Sa main à mi-chemin d'un crayon. Son souffle s'est arrêté. Elle cligna des yeux forts. Contre la chaleur qui monte dans ses yeux. Elle ne s'y attendait pas. Pas alors. Pas de cette carte. Léo? Dit-elle doucement. Je ne sais pas si elle doit bouger ou rester parfaitement immobile. Il leva les yeux vers elle. Juste pour un instant. Et le silence s'est prolongé. Plein de tout ce qui n'avait pas baisse. Loin d'être dit. Elle déglutit difficilement. Et se força à sourire. Ne voulant pas le submerger. Lentement. Elle a tendu la main. Il n'a pas bronché. Il a placé la carte dans sa paume. Arthur s'était arrêté en le couloir. Près de la porte ouverte. Il n'avait pas l'intention d'espionner. Pas exactement. Mais quelque chose l'avait attiré là-bas. Quelque chose comme l'instinct. Et quand il entendit Léo prononcer son nom, il a arrêté de respirer pendant une seconde entière. Ce n'était pas juste un mot. C'était un pont. Léo tendant la main à travers l'espace entre eux. Et nommé l'amour. Pas romantique. Pas dramatique. Mais réel. Un amour construit à partir du fait d'être vu. D'être en sécurité. Arthur n'est pas entré dans la pièce. Il n'a pas fait de bruit. Il est juste resté là. Ressentant une tension qu'il portait d'ep. US des années. Commence à bouger à l'intérieur de sa poitrine. Plus tard. Après qu'ils eurent fini et que Léo fut allé se coucher. Arthur est resté dans son bureau plus longtemps que d'habitude. Regardé dans le vide. Le son de ce nom Isabelle a fait écho. Différemment de tous. Les autres mots de Léo. Ce n'était pas technique. Ce n'était pas de la pratique. C'était une vérité émotionnelle. Et Arthur ne pouvait pas arrêter de l'entendre. Cela lui est resté. Longtemps après que la maison soit devenue silencieuse. Cette nuit-là. Pour la première fois depuis des mois. Arthur ne s'est pas retiré dans son travail. Il n'a pas vérifié ses emails. Il ne s'est pas servi un verre. Ou s'asseoir près du feu en faisant semblant de ne pas tendre. Plutôt. Il monta tranquillement les escaliers. Et se tenait devant la porte de Léo. Il a été fissuré. Juste légèrement. De la même manière que Clara Hara le laissait. Arthur n'avait jamais eu la force. Pour continuer ce rituel. Mais ce soir, c'était différent. Il entra doucement. Je ne sais pas quoi dire. Ou s'il devait dire quoi que ce soit. Léo était allongé sous sa couverture. Pas encore endormi. Ses yeux s'ouvrent. Regardez les ombres au plat. Fond. Arthur s'approcha lentement. Bonne nuit, Léo, dit-il. À peine plus qu'un murmure. C'était étrange sur sa langue. La dernière fois qu'il l'avait dit à voix haute. Clara Hara était toujours en vie. Il ne s'attendait pas à une réponse. Mais il l'a dit quand même. En espérant qu'il puisse atterrir quelque part. Il y a eu une pause. Puis, dans l'obscurité. Léo tourna la tête et répondit. Sa voix est petite, mais certaine. Bonne nuit. Papa. C'était tout. Juste 2 mots. Mais ils ont frappé Arthur comme une inondation. Ses genoux ont lâché. Avant qu'il puisse atteindre le couloir. Il s'est effondré juste devant la porte. Une main saisie. Sente le cadre pour garder l'équilibre. L'autre pressé contre sa bouche. Comme s'il essayait de retenir quelque chose. Mais ce n'était pas de la culpabilité cette fois. Ce n'était pas de la honte ou du chat. Grain. C'était l'amour. Lourd.
Accablant. Indéniable. Le genre d'amour qu'il avait barricadé et enterré. Parce que cela avait autrefois fait trop mal à porter. Il n'a pas pleuré. Pas tout de suite. Mais quelque chose s'est fissuré. Et ce n'était pas seulement un adoucissement du cœur. C'était un homme. Se souvenir de qui il était. Et pourquoi il s'est battu si durement pour survivre en premier lieu. Une semaine plus tard. Le premier appel est arrivé. Un enseignant dans une école privée voisine. Qui avait déjà travaillé avec Léo pendant sa phase la plus retirée. Elle avait entendu des rumeurs non confirmées mais persista. Que le garçon qui autrefois ne voulait croiser le regard de personne. Je lisais maintenant à haute voix. Pas seulement en anglais. Mais en mandarin, en français et en espagnol. Au début. Isabella pensait que c'était une erreur. Peut-être que quelqu'un exagère ce qu'il n'a pas compris. Mais les appels continuaient d'arriver. Un orthophoniste qui avait un jour recommandé Léo pour un parcours. RS de développement non verbal. J'ai tendu la main. Lui demandant si elle pouvait observer les méthodes utilisées. Un journal local a envoyé une demande d'interview. Curieux de l'approche peu orthodoxe. Là avait apparemment défié tous les pronostics professionnels. Isabella n'a répondu à aucun d'entre eux. Quand Luciana a lu l'un des emails à haute voix. Et lui a demandé si elle voulait répondre. Isabelle. Là a simplement dit. Ce n'est pas à propos de moi. Elle le pensait vraiment. Elle n'avait pas commencé ce voyage pour prouver quoi que ce soit. Elle ne se souciait pas de l'attention. Louée. Ou valida. Jaune professionnelle. Elle avait fait ce qu'elle avait fait. Pour Léo. Pas pour la reconnaissance. Pas pour un CV. Et elle n'allait pas en faire une histoire. Pour que d'autres personnes consomment. Arthur. De son côté. Le regarda se dérouler. Avec une clarté croissante. Pour la première fois depuis des années. Il n'essayait pas de contrôler le récit. Pour se protéger. Il essayait de lui donner forme. Pour les autres. Pour ceux qui n'ont jamais reçu les outils. Le temps. Ou la confiance. Fleurir. Qu'est-il arrivé à Léo? Ce n'était pas de la magie. Ce n'était même pas rare. C'était possible. C'est ce qui a le plus frappé Arthur. Combien d'enfants ont été renvoyés? Radiés. Minimisés. Parce que personne n'a pensé à s'asseoir. Tranquillement à côté d'eux. Et attends. Un soir, il trouva Isabella. Révision d'un jeu de langage fait maison. Elle avait créé pour Léo. Carte à code couleur. Avec des gestes et des signaux sonores. Sur la base des modèles auxquels il avait répondu. Tu devrais enseigner ça, dit Arthur. Elle leva les yeux du sol. Où elle et Léo avaient joué. Je l'enseigne, dit-elle clairement. À la seule personne qui compte. Il hocha la tête. Mais l'idée avait déjà pris racine. Pas pour la gloire. Même pas pour Léo. Mais pour les autres comme lui. Et pour les parents comme lui. Qui avait cru autrefois que le silence signifiait l'absence. Une semaine plus tard. Il a passé l'appel. La conférence de presse a été courte. Intentionnelle. Il n'y avait pas de diaporama. Pas de montage vidéo dramatique. Pas de marketing. Arthur se tenait sur le podium. Visiblement tendu. Mais est-ce ancré? Derrière lui. Une bannière avec 3 mots simples. L'Institut Clara Hara. Il a commencé par parler. Pas à propos de Léo. Mais à propos de Clara Hara. Ma femme croyait aux gens. Avant que quiconque ne le fasse. A-t-il déclaré. Elle croyait que les enfants n'étaient pas des problèmes à résoudre, mais des personnes à comprendre. Il marqua une pause, retenant son émotion. Puis il reprit. Ce n'est pas une école. Ce n'est pas une clinique. C'est un lieu où le lien est primordial. Lorsqu'un journaliste lui a demandé ce qui avait motivé ce changement. Arthur n'a pas mentionné les modèles thérapeutiques ou les cadres éducatifs. Il se tourna simplement légèrement et fit un geste vers la fille qui se tenait à côté de lui.
Parce que quelqu'un a appris à mon fils à parler, sans jamais le lui demander, a-t-il déclaré. Isabella ne sourit pas. Elle inclina simplement légèrement la tête, respectueuse mais ferme. Elle n'était pas là pour les applaudissements. Elle était là parce que le travail n'était pas terminé. Léo a regardé l'annonce depuis la rangée du fond, assis à côté de Luciana, tenant une carte flash avec le mot de commence écrit en 5 langues. Il n'avait pas besoin de parler. Il comprenait parfaitement ce qu'était ce moment. Dans les semaines qui suivirent, l'Institut Clara Hara commença à prendre forme. Pas avec des bâtiments massifs ou des brochures brillantes, mais avec intention. Arthur a transformé une partie du domaine une aile inutilisée en première salle de classe. Il l'a financée lui-même. Isabella a conçu le premier programme, non pas à partir de manuels scolaires, mais à partir d'observations. Comment les enfants réagissent aux couleurs, comment ils préfèrent apprendre par le rythme, la répétition, l'immobilité. Elle n'a fait venir que ceux qui croyaient au modèle. Des gens patients. Des gens curieux. Des auditeurs. Tous n'étaient pas enseignants. L'un était un jardinier qui savait expliquer les choses avec ses mains. Un autre était un pianiste qui ne parlait pas beaucoup mais savait improviser pour s'adapter au rythme du cœur d'un enfant. Et Arthur? Il est resté à l'écart, la plupart du temps. Mais il était toujours à proximité, observant, apprenant, écoutant. L'institut ne concernait plus Léo. Il s'agissait de l'espace qu'ils avaient créé ensemble, un espace construit non pas avec des murs, mais avec la confiance. Quelqu'un qui pourrait désormais accueillir d'autres personnes. Il y a eu des critiques, bien sûr. Les gens qui appelaient cela du sentimentalisme. Qui a dit que cela manquait de rigueur? Mais les progrès parlent d'eux-mêmes. Les enfants qui avaient été qualifiés de résistants ont commencé à établir un contact visuel. Elle a écrit son premier mot après 3 ans de silence. Un autre garçon a commencé à fredonner des berceuses après avoir planté un mot dans le nouveau jardin. Une tradition que Léo et Isabella avaient décidé de poursuivre avec chaque enfant. Lorsqu'un évaluateur a demandé à voir les plans de cours, Isabella leur a remis un journal rempli de questions au lieu de réponses. Chaque enfant rédige le programme, a-t-elle déclaré. Nous le suivons, tout simplement. Certains éducateurs l'ont rejeté, d'autres l'ont qualifié de révolutionnaire. Isabella s'en fichait. Elle ne construisait pas d'héritage. Elle construisait un langage, un enfant à la fois. Et pour la première fois, Arthur avait l'impression que Clara Hara pourrait réellement approuver quelque chose qu'il avait fait. Après son départ, la nouvelle a commencé à se répandre. L'enfant autrefois considéré comme inaccessible lisait désormais des mots dans 5 langues. Isabella a reçu des invitations pour parler dans des écoles. De la part de thérapeutes et même de la presse. Elle les a tous refusés. Ce n'est pas à propos de moi, a-t-elle déclaré. C'est Arthur qui a finalement appelé la presse. Ne pas mettre en valeur Léo, mais pour annoncer le lancement de l'Institut Clara Hara. Nommé d'après sa défunte épouse. Un centre pour enfants neurodivergents. Concentré non pas sur la réparation, mais sur la connexion. À ses côtés se tenait Isabelle. Pas en tant qu'étudiant, mais comme un guide. La première cérémonie de remise des diplômes à l'Institut Clara Hara n'était pas grandiose. Il n'y a pas eu de feu d'artifice. Aucune recommandation de célébrité. Aucune vidéo promotionnelle soignée diffusée en boucle. Mais il n'avait pas besoin de tout ça. Ce qui remplissait les sièges ce jour-là était quelque chose de beaucoup plus rare. Présence. Chaque parent, tuteur et membre du personnel savait ce qu'il fallait faire pour amener chaque enfant à ce moment. Il ne s'agissait pas d'étudiants félicités pour leur mémorisation par cœur. Il s'agissait d'enfants qui avaient été autrefois négligés, sous-estimés ou mal compris. Maintenant debout, souriant et dans de nombreux cas, parlant. Et au cœur de tout cela se trouvait Léo. J'avais 7 ans quand j'ai commencé. Maintenant 9. Grand pour son âge. Confiant, sans être trop bruyant, mais inébranlable. Il se tenait sur la petite scène en bois. Les doigts entrelacés avec ceux d'Isabella. Elle ne planait pas. Elle ne dirigeait pas. Elle se tenait simplement à ses côtés, sa présence constante. Sa fierté inexprimée. Mais qui brille à travers chacune de ses respirations. Autour d'eux se trouvaient des enfants qu'il avait enseignés à tour de rôle. Les jeux qu'elle lui avait autrefois enseignés.
Les rituels qu'elle a créés. Maintenant passés en avant. Et assis au premier rang, tenant une enveloppe scellée. Avec des doigts qui ne tremblaient pas de peur. Mais du poids de la certitude. C'était Arthur. L'enveloppe attendait dans son tiroir depuis des mois. La décision n'avait pas été impulsive. Cela s'était formé lentement, jour après jour, mot après mot. Comme tout le reste dans leur voyage. Au début, Arthur s'était dit que c'était de la gratitude. Que l'adoption d'Isabella serait le moins qu'il puisse faire pour la jeune fille. Qui avait ramené son fils à la vie. Mais la vérité était plus profonde que cela. Il ne s'agissait pas d'une question de dette. Ou le devoir. Il s'agissait d'appartenance. Elle appartenait à eux. Pas à cause de ce qu'elle avait fait. Mais à cause de qui elle était. Elle était devenue un membre de la famille bien avant qu'ils ne l'admettent. Le jour où Léo a prononcé son nom à voix haute pour la première fois. Avait changé quelque chose de fondamental en lui. Et à chaque instant depuis. Chaque fois qu'elle défendait un autre enfant. Chaque fois qu'elle refusait les éloges. Chaque fois qu'elle marchait à côté de son fils au lieu de le précéder. Ne fait que le solidifier. Arthur avait attendu jusqu'à aujourd'hui pour emporter l'enveloppe avec lui. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agissait pas de l'Institut. Il ne s'agissait même pas uniquement de Léo. Il s'agissait de ce qu'ils avaient construit ensemble. Une maison sans mur. Mais c'était toujours incontestablement réel. La cérémonie s'est poursuivie avec quelques brèves allocutions des enseignants. Un enfant a lu un poème composé de mots qu'il n'avait autrefois communiqués qu'à l'aide de flashcards. Un autre jouait un petit air au piano, sa propre composition. Inspiré par le rythme de sa première phrase prononcée. Les parents pleuraient ouvertement. Mais personne ne s'est excusé. Puis ce fut le tour de Léo. Il s'avança comme s'il l'avait déjà fait 100 fois. Le micro a été baissé pour lui. Isabella lui serra doucement la main avant de la relâcher. Il se tenait seul, calme. Serein. Il regarda le petit public et marqua une pause. Pas congelé, juste présent. Je m'appelle Léo, commença-t-il, et j'étais très calme. Mais j'écoutais toujours. La foule s'est penchée. Le premier mot que j'ai appris, a-t-il poursuivi, était une couleur. Il y eut un murmure de reconnaissance. Je ne l'ai pas dit à voix haute à l'époque, mais cela m'est resté en mémoire. Il regarda vers Arthur. Puis à Isabelle. Le dernier mot, dit-il lentement, clairement. C'est ça, la famille. Il laissa le mot pendre là, lui donnant l'espace de respirer. Et la salle a éclaté en applaudissements. Isabella n'a pas applaudi tout de suite. Elle avait les larmes aux yeux. Mais elle les retint avec une grâce exercée. Elle regarda Léo, puis Arthur. Qui s'était levé, l'enveloppe toujours à la main. Elle sentait que quelque chose bougeait. Il n'y a pas que l'énergie dans la pièce. Mais quelque chose en elle-même. Pendant des années. Elle avait cru qu'elle était temporaire. Un assistant. Un visiteur. Quelqu'un qui a simplement eu la chance d'être au bon endroit au bon moment. Mais maintenant. Debout là. Regardant le garçon à côté duquel elle s'était autrefois assise en silence. Parler de famille. Comme si c'était le mot le plus naturel du monde. Elle a compris quelque chose qu'elle avait trop peur d'espérer. Elle n'était plus une étrangère. Elle faisait partie du tissu. Quand Arthur s'est approché d'elle après les applaudissements. Et tendit l'enveloppe. Il n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Elle baissa les yeux vers lui, puis le regarda. Son expression est devenue illisible pendant un moment. Mais ensuite elle hocha la tête. Et quelque chose en elle s'est stabilisé. D'accord ? Murmura-t-elle. Oui. Alors que la foule commençait à se disperser et que les familles prenaient des photos. Léo resta près du bord de la scène, les bras vaguement croisés. Regardant la célébration avec une satisfaction tranquille. Isabelle le rejoignit. Tu as bien fait, dit-elle. Il ne répondit pas, il s'appuya simplement légèrement contre son épaule. Arthur vint se placer à côté d'eux deux. Non pas en tant que figure d'autorité. Mais en tant que personne apprenant à simplement être. Personne n'a parlé. Ils n'en avaient pas besoin. C'était la langue qu'ils avaient toujours partagée. Le genre significatif. Le genre qui pousse dans les espaces entre les bruits.
Le personnel de l'institut est passé un par un, hochant la tête pour les féliciter. Et bien qu'il y ait eu beaucoup de mots échangés cet après-midi-là. Rire, joie, célébration. C'était le silence qui persisterait le plus longtemps. Le silence n'est pas celui de l'absence, mais d'arrivée. De la guérison. De la vérité. Lors de la première cérémonie de remise des diplômes de l'Institut Clara Hara, Léo se tenait fièrement sur scène, tenant la main d'Isabella. Il parlait maintenant couramment, riait souvent, et enseigna aux autres enfants les jeux qu'elle avait autrefois partagés avec lui. Arthur était assis au premier rang, tenant une enveloppe scellée. La pétition officielle pour adopter Isabella. Pas par charité, mais comme la vérité. En famille. Quand Léo a pris le micro, il a dit. Le premier mot que j'ai appris était une couleur. Le dernier, c'est ça, la famille. La salle a éclaté en applaudissements. Mais c'est le silence qui a suivi. Plein de guérison, de compréhension et de paix. Qui a vraiment fait écho? Le silence d'un garçon qui n'est plus seul. Une fille enfin vue. Et un homme qui, enfin, avait appris à écouter.